Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Effacé. Cela vient d'être dit, la vie du chevalier est une singularité de l'histoire. Né esclave en Guadeloupe, Joseph Bologne a défié son siècle. Il s'est imposé, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, comme un grand escrimeur, un militaire de rang, un musicien et un compositeur de génie surtout. Colonel de la Légion des Américains et du Midi, régiment de volontaires antillais engagés pour défendre la République, Saint-Georges incarne au fond un destin d'émancipation dans une France qui était minée par les inégalités et par le racisme. Malgré sa grande popularité au XVIIIe siècle, il a ensuite été injustement répudié de l'histoire, relégué au second plan et victime au fond d'une nouvelle inégalité, celle de l'effacement, jusqu'à ce que beaucoup, dont vous, Claude, vous avez retrouvé, fait revivre sa mémoire. Alors, rendre hommage au chevalier de Saint-Georges aujourd'hui, en ce 27 avril, jour en effet de l'abolition de l'esclavage et du décret signé par Victor Schœchler, ce n'est pas un hasard du calendrier. C'est en effet un acte de vérité. Car parler du chevalier, c'est aussi évoquer l'histoire de notre pays qui a pratiqué l'esclavage et la colonisation. Oh, je connais tous les termes du débat sur la mémoire, sur la repentance. Mais disons clairement les choses. La France a un devoir de mémoire envers ses anciennes colonies, envers ses territoires ultramarins. La République doit assumer ses vérités et soigner ses blessures. Et cela nous rend de toute façon plus forts pour affronter le présent et l'avenir. En 2001, la France a été le premier pays à reconnaître la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité, et nous le devons évidemment au travail de Christiane Taubira. Le devoir de mémoire est un impératif, appelons-le moral, politique, historique en tout cas, une condition essentielle pour que les souffrances du passé, dont il faut comprendre que les traces existent toujours dans les sociétés ultramarines et chez nos compatriotes ultramarins, d'une certaine manière, vous l'avez entendu il y a un instant, ne soient ni oubliées ni banalisées. Et la mémoire doit nous armer contre le racisme, la haine de l'autre, l'antisémitisme évidemment, contre les préjugés et les discriminations qui existent toujours dans nos sociétés. Contre toutes ces intolérances qui aujourd'hui, plus que jamais, nous empoisonnent. Mais en commémorant le chevalier, nous ravivons l'esprit des Lumières. C'était un homme des Lumières, un Voltaire de la musique selon l'abbé Grégoire. On l'avait appelé le Mozart noir. En tout cas, c'est ainsi que nos contemporains l'ont souligné, peut-être pour vendre davantage son image et oublier d'abord, et vous l'avez dit avec des mots très forts, cher Claude Ribes, que la musique n'a rien à voir avec la couleur. Et vous soulignez cet abbé Grégoire, un de ces personnages glorieux de la Révolution française, à une rue ici, pas très loin, comme d'autres grands hommes, vous l'avez aussi dit. Lorsque la musique du chevalier accompagne le vol de la première femme à monter en ballon en 1798, elle devient le symbole d'une liberté conquise, brisant les carcans iniques imposés par la société de son temps. Et c'est au fond un acte profondément poétique et un acte résolument émancipateur, une déclaration contre une forme d'ordre établi, contre une société qui voulait maintenir d'une manière ou d'une autre les oppressions en place. Le chevalier est donc un esprit de liberté, de progrès et d'émancipation, une vision universelle, intemporelle, qui, je le crois, fait écho en chacun de nous.
pensez que je suis spécialiste du Chevalier de Saint-Jacques? Non, pas du tout. C'est grâce à Claude Ribes, au travail sur cet homme admirable, le même qu'il a fait aussi sur le général Dumas et maire d'Évry dans les années 2000. C'est comme ça que nous avons fait connaissance. En 2009, nous avons rendu hommage à l'un et à l'autre. C'est une manière aussi, au fond, de dire à chacun, regardez, dans le passé, il y a eu des hommes admirables. À travers cette plaque, nous honorons un homme singulier, mais également un héritage, celui des cultures ultramarines qui trop longtemps n'ont pas eu de voix au chapitre. Et parler de culture au pluriel, c'est nécessairement souligner qu'elles naissent au carrefour des influences entre traditions locales et apports venus d'ailleurs. Nos outre-mer, j'en suis le ministre, les plus jeunes, ils ont entendu que j'étais Premier ministre. Je crois qu'il y a eu un changement de gouvernement ce matin. Quand on a été Premier ministre, on l'est jusqu'au bout, sauf si. Nos outre-mer, calmons-nous, abritent de nombreux talents. Elles sont des foyers de création et d'innovation permanents. Et comme Saint-Georges, ces cultures sont le fruit d'histoires aussi riches que complexes, parfois marquées évidemment par la douleur, mais toujours au fond porteurs d'une résilience et d'une créativité remarquable. Le devoir de mémoire que j'évoquais appelle des engagements concrets. Il exige des politiques ambitieuses, même si elles peuvent toujours être d'abord basées sur la vérité historique. La mémoire, si elle est lucide, peut devenir, doit devenir, est une clé de la réconciliation. Et cette réconciliation ne peut être fondée donc que sur la vérité, sur la reconnaissance des souffrances, sur la valorisation des héritages longtemps méprisés. Et en tant que ministre des Outre-mer, je suis évidemment profondément attaché à cette mission. Je ne veux pas nier, je ne veux pas oublier, et je ne veux pas non plus utiliser cela pour diviser. Je veux réconcilier et regarder vers l'avenir pour poursuivre l'écriture de notre histoire commune, celle de la France, qui est riche, qui est complexe, qui est parfois douloureuse, avec ses ombres et ses lumières, comme le souligne le très beau texte du préambule des accords de Nouméa pour la Calédonie. Ces ombres et ces lumières font partie évidemment de notre histoire, d'une histoire commune, donc assumée et toujours réconciliée. Du MAC de la Guadeloupe à la Biennale de Venise, du biopic de Frantz Fanon à l'exposition exceptionnelle sur l'œuvre de Guillaume Lethière, que j'ai découvert avec vous, là aussi, cher Claude, ces voix doivent être entendues et pleinement inscrites dans notre récit national. C'est tout l'objet aussi de l'exposition, je vous la conseille pour ceux qui ne l'ont pas visité, de l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou, qui fait briller plus de 3000 œuvres de 154 artistes noirs, beaucoup d'Américains, trop peut-être d'Américains, donc 30 ultramarins, même s'il y en a beaucoup plus à pouvoir exposer, je vous l'accorde. Preuve que leur empreinte est immense et que leur mémoire est vivante. Il faut poursuivre ce travail. Georges Paul-Angelin, le ministre des Outre-mer, quand j'étais le Premier ministre, est celle qui, par exemple, a ramené le crâne du chef Ataï, qui était chef kanak, qui s'était opposé aux colonisateurs. Vous savez, elle l'a rapporté en 2014 en Nouvelle-Calédonie. Le président de la République a ouvert un certain nombre d'éléments, certains posent les fondements parfois d'un certain nombre de polémiques, c'est vrai sur l'Algérie, mais il y a tout un grand débat qui s'est ouvert avec le Cameroun. J'étais avec lui à Madagascar il y a 48 heures, là aussi il faut révéler ce qu'a été l'histoire, parfois très difficile de la colonisation, mais parfois il y a des interlocuteurs qui acceptent de travailler à cette mémoire qui est douloureuse des deux côtés. Ce travail est indispensable, et évidemment avec Haïti, ça a été fait encore il y a quelques jours, parce qu'il faut, au moment des 2 siècles de l'indépendance de ce pays qui nous est si cher et qui souffre autant, sur tous ces sujets, il faut les aborder de la manière la plus lucide possible. Et je souhaite que le ministère dont j'ai la responsabilité porte la mémoire de nos Outre-mer, une mémoire
encore une fois, si possible, partagée et apaisée. Cher Claude, vous qui travaillez sur cette mémoire oubliée depuis tant d'années, et je veux souligner l'extraordinaire travail d'historien qui est le vôtre. Je souhaite que nous puissions faire appel à votre expertise pour mener, entre autres, des recherches approfondies sur l'histoire du ministère des Outre-mer, ancien ministère des colonies depuis 1911, et sont bâtis l'hôtel de Montmorin, rue Oudinot. Je suis sûr que nous allons découvrir plein de choses ensemble grâce à vous. Et je souhaite que le ministère prenne toute sa place au service du rayonnement, de la culture et de la mémoire des 1000 visages de la France ultramarine, qui sont plus que jamais un atout pour notre pays et qui doivent rayonner ces territoires ultramarins par eux-mêmes dans chacun des espaces régionaux dans lesquels ils se situent. Ultramarins, escrimeurs, compositeurs, hommes des Lumières, le chevalier de Saint-Georges était tout cela à la fois. Et faire vivre son héritage, comme celui de tant d'autres, c'est tout simplement faire battre le cœur de la République, c'est refuser l'oubli, c'est retisser les liens de nos France aux identités plurielles, c'est cette pluralité qui la rend forte, belle et universelle. Je suis profondément un républicain qui croit à la laïcité, au fait qu'on partage des valeurs communes, mais avec Claude Rib, je partage une conviction, le métissage et notre richesse. Vous parliez du Conseil de Paris, mais comme on critique souvent notre pays, avec le président de la République, il se trouve que nous étions 3 ministres l'autre jour, de bons Français. Il y avait la voisine de l'autre côté, Rachida Dati, franco-marocaine. Il y avait le ministre de la francophonie, qui est le premier ministre mahorais, Thani Mohamed Souali. Et il y avait le ministre des Outre-mer, né en Espagne, et naturalisé français à l'âge de 20 ans. C'est cela la France. À condition que nous partageons évidemment des valeurs communes. Et bien, il faut s'inspirer de ce point de vue-là du chevalier de Saint-Georges, et nous devons tous nous engager au fond à être légataires et les garants d'une identité française diverse, fière d'hommes et de femmes qui illuminent plus que jamais notre culture, notre histoire et aussi ce bel arrondissement du 6e. Merci beaucoup et au fond pensons à ce chevalier Saint-Georges, à sa musique que j'ai entendue il y a déjà quelques années retentir notamment à l'église Saint-Germain-des-Prés, mais que vous pouvez entendre de 1000 manières. Elle est incroyable, elle est universelle et au fond c'est l'universalisme qui nous relie plus que jamais. 27 avril. 27 avril, c'est une date importante. C'est une date complexe, car nous qui sommes si attachés à la mémoire, nous n'oublions pas que le 27 avril, pas seulement la journée où l'esclavage fut définitivement aboli dans les colonies françaises, mais que c'est aujourd'hui, aussi aujourd'hui, la journée de la déportation. Et il n'y a pas de hasard. Toutes les mémoires se valent. Et vous vous doutez qu'il ne m'est pas indifférent, après tant d'années de travail, de me retrouver devant cet immeuble où a vécu le chevalier de Saint-Georges et de lui rendre, avec vous, un solennel hommage au nom de la municipalité, du 6e arrondissement, au nom de la ville de Paris, mais aussi du fait de votre présence, Monsieur le Premier ministre, au nom de la République. Cela me renvoie au temps où j'ai entendu pour la première fois la musique du chevalier et le peu qu'on disait de lui à la radio, souvent n'importe quoi d'ailleurs, au temps où j'ai vainement cherché une biographie qui lui soit consacrée, au temps où j'ai parcouru des dossiers poussiéreux dans les archives et où j'ai presque miraculeusement ouvert un jour un registre à la bonne page. On y voyait inscrit qu'un enfant, il y a des enfants avec nous ce soir, on y voyait inscrit qu'un enfant nommé Joseph voyageait avec sa mère esclave, en qualité d'esclave, conformément au Code noir, alors en vigueur. Il était écrit que le petit Joseph, qui n'avait qu'un prénom et pas de patronyme, était là pour servir sa maîtresse pendant la traversée. Cet enfant, le petit Joseph, eh bien, c'était lui, le chevalier, celui que nous célébrons aujourd'hui et dont nous allons tout à l'heure entendre la musique extraordinaire.
La découverte de ce registre à Bordeaux, c'était, je crois, ma femme me contrôlera si je dis des bêtises, à la fin de l'été 2000. Il y a 25 ans de cela. J'avais enfin la preuve que le chevalier de Saint-Georges était né esclave et que malgré cela, il parviendrait à se faire un nom, comme on dit, à être admiré par les riches et les puissants, et à devenir ensuite un héros de notre République en levant pour la défendre un corps franc composé d'anciens esclaves. 1792. Au-delà de la vérité historique que j'allais révéler dans un livre 4 ans plus tard, en même temps que Bartabas, un peu à mon initiative, rendait hommage à Saint-Georges, c'est une voie qui m'était tracée pour que la mémoire de l'esclavage puisse être envisagée autrement. Pas d'une manière misérabiliste et finalement blessante, à force de paternalisme gauche, mais en commençant par rendre hommage dignement aux grandes figures issues de nos outre-mer, marquées par l'esclavage et injustement oubliées. Pas en affichant des listes interminables de noms attribués d'office par les anciens esclavagistes en 1848 au risque de surenchérir par rapport à d'autres mémoires. Toutes les mémoires, je l'ai dit, se valent. Et il n'y a pas de concurrence des mémoires. À d'autres drames. Mais en commençant par honorer celles et ceux qui se sont distingués par leur vertu et par leur talent. Pas en faisant de l'histoire de l'esclavage une affaire de couleur de peau, mais en montrant que c'est un moment tragique de l'histoire de France qui affectait nos outre-mer et qui les affecte encore, toutes couleurs confondues. Pas en superposant l'histoire de nos outre-mer à celle de nos anciennes colonies d'Afrique, parce que la déportation d'un continent à l'autre, pour être enchaîné, fouetté, martyrisé, violé aussi, c'est une souffrance que nos anciennes colonies d'Afrique, qui ont évidemment connu des drames, n'ont pas connu. Parce que l'effacement de la mémoire de l'esclavage, c'est une peine supplémentaire que les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais, les Mahorais, 27 avril, c'est une date mémorielle importante pour Mayotte, ont encore à gérer. Pour beaucoup de leurs compatriotes, ces ultramarins, issus de la traite négrière, dont je suis fier de faire partie. Ce sont des Noirs comme les autres. On leur demandera plus d'une fois d'où ils viennent, comme s'ils venaient de débarquer, en clandestin peut-être. Et c'est vrai que leur histoire est encore quelque peu clandestine. Pas pour dresser les Français les uns contre les autres, mais pour leur faire connaître à tous ces personnages que les préjugés ou la gêne de certains historiens d'autrefois, et malheureusement aussi d'aujourd'hui, avaient laissé de côté, ont laissé de côté, et que nous redécouvrons aujourd'hui avec bonheur et fierté. Quitte à déplaire, je tiens à souligner que celles et ceux qui diraient que le chevalier de Saint-Georges est simplement un musicien noir ne nous rendent pas service. D'abord parce que la musique, et on le verra bien tout à l'heure, n'a pas de couleur. Ensuite parce que la mère du chevalier, dont le signalement nous est donné dans le même registre que celui que j'ai retrouvé à Bordeaux en 2000, était déjà le fruit d'un métissage. Des historiens autoproclamés ont voulu la faire naître en Afrique, très bien, mais elle a vu le jour en Guadeloupe. Fille d'esclave, née esclave, peu importe sa couleur. Enfin parce que le père du chevalier était un esclavagiste, issu d'une famille hollandaise, les Bolognes, Van Bologniennes. Cette famille était protestante, peut-être juive à l'origine, je ne sais pas. Comme la plupart des Hollandais passés par le Brésil et finalement installés en Guadeloupe pour y développer la culture du sucre où ils excellaient. L'histoire, vous le savez, est complexe. Saint-Georges est le fruit de cette complexité, de ces contradictions. Mais le métissage auquel nous sommes très attachés en France, et moi en particulier, est une richesse. C'est notre richesse française. Si tous ceux qui se disent descendants d'esclaves avaient, comme moi, pris connaissance de leur ADN, pas en France, c'est interdit, mais à l'étranger, ils s'apercevraient qu'ils sont aussi bien souvent descendants d'esclavagistes. Et oui, sans que ce soit possible de dire si ce lointain mélange qui les définit est le fruit d'un viol ou d'une idylle, comme ce fut certainement le cas pour les parents du chevalier, car non seulement le jeune Saint-Georges a vécu ici, mais ses parents aussi, la femme esclave
le père esclavagiste en couple discret, mais probablement uni. C'est grâce à la mère esclave de Saint-Georges que nous pouvons poser cette plaque, parce qu'elle s'est déclarée à l'administration. Je crois que c'était en 1762, comme la réglementation raciste de l'époque l'y obligeait. Elle a donné son adresse, cet immeuble, certainement sans imaginer qu'un jour, le Premier ministre de la France serait là et qu'on apposerait une signalétique sur la façade. Vous voyez comme l'histoire aime aussi à se revancher. Nanon, elle s'appelait Nanon. Nous savons qu'elle est morte peu avant son fils, 1795, dans ce qui est aujourd'hui notre 6e arrondissement, et nous en sommes fiers. Et puis cette plaque, ce n'est pas seulement une mémoire de Saint-Georges, c'est aussi pour rendre justice aux 200 000 ultramarins qui vivent à Paris. 200 000. Et dont on ne parle jamais. Ou plutôt dont certains ne parlent qu'au moment des élections, ne voyant en eux qu'une variable d'ajustement, bien utile, mais sans jamais leur donner la place qu'ils devraient légitimement occuper dans nos institutions, dans nos assemblées. Voyez-vous, il y a 503 élus à Paris, 503, 163 conseillers de Paris, 340 conseillers d'arrondissement. Les ultramarins, je vous l'ai dit, représentent 10% de la population. À ma connaissance, il doit y avoir moins de 10 élus. C'est étrange. Oui, 10% qui sont nés dans un département d'outre-mer. Souvent antillais, très souvent guadeloupéens comme Saint-Georges. J'ai eu la joie et l'honneur, dans Marielle, pas samedi dernier, mais le samedi d'avant, un de ces Parisiens venus des Outre-mer. Et il était né aux Antilles, il vit dans le 6e, et j'ai cru déceler, monsieur le maire, de la fierté dans son regard, quand il a vu que c'était moi qui allais le marier, qui allais officier, saint par délégation de l'écharpe tricolore. Ces Parisiennes et Parisiens originaires de nos Outre-mer, beaucoup ne les voient pas, ne les imaginent pas, sauf quand ils sont dans les équipes qui remportent les médailles. Et encore. Mais si elles s'arrêtaient tout d'un coup, nos courageuses infirmières, nos valeureuses aides-soignantes, de nous secourir dans nos hôpitaux parisiens. Je vous rappelle qu'elles ont tenu la main à plus d'un malade pendant toute la période du Covid et qu'on ne les a jamais remerciées. S'ils s'arrêtaient de trier et de nous apporter notre courrier, nos héros de la poste, s'ils cessaient de nous transporter, nos conducteurs de métro et de bus, s'ils n'assuraient plus la continuité de nos services publics, nos fonctionnaires, des finances, de la justice, de l'éducation, s'ils cessaient de nous protéger, nos policiers, alors on comprendrait peut-être ce qu'ils apportent de précieux à Paris et à la France. C'est pour eux aussi cette plaque, pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas été les premiers à fouler le sol de Paris, qu'ils ont à partager des héroïnes, des héros qui se sont battus pour être simplement, comme le disait René Maran, des femmes et des hommes comme les autres. De grandes figures de notre histoire qui ont habité Paris, plus particulièrement ce 6e arrondissement. Le chevalier de Saint-Georges, ici. Le général Dumas. Guillaume Le Thiers, auquel nous avons rendu hommage et qui a peint son fameux tableau Le Serment des Ancêtres dans cet arrondissement, rue de l'Abbaye. Alexandre Privat d'Anglemont, écrivain de la Guadeloupe. Alexandre Dumas, qui louait une petite chambre rue de Sèvres pour y rencontrer deux de ses amis. Victor Mazuline, qui a d'abord été domestique rue de Vaugirard et qui ensuite est devenu député de notre République en 1848. René Maran, que j'ai cité, dont j'espère qu'on pourra lui mettre une plaque. Et puis, Tony Bloncourt, un des premiers résistants. Tony Bloncourt qui, ayant sa cible dans le métro, n'a pas voulu tirer dans le dos. Mais lui, on l'a fusillé de face. Aimé Césaire, 10 rue de l'Odéon. Gaston Monerville, dans un palais tout proche,
du 6e arrondissement, deuxième personnage de l'État, et tant d'autres. On pourrait aussi y ajouter Severiano de Heredia, né esclave à Cuba. Severiano de Heredia, président du conseil municipal de Paris en 1879, c'est-à-dire maire de Paris. Est-ce que vous pouvez imaginer ça aujourd'hui? Né esclave. Il n'était pas seul. Des femmes, des hommes, qui n'avaient pourtant pas la même histoire, dans ce même arrondissement, les ont soutenus, car ils partageaient les mêmes valeurs. Olympe de Gouges, l'abbé Grégoire. J'en profite au passage pour adresser publiquement mes remerciements à Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, qui nous permet aujourd'hui d'assister à cette belle cérémonie. Voici 5 ans, il nous a accueillis dans son équipe, mes combats et moi, sur sa liste, en 3e position, une place très convoitée, parce qu'il trouvait utile que je puisse me faire entendre au Conseil de Paris, et parce qu'il trouvait juste que je sois élu là où je demeurais depuis longtemps et tout près de l'endroit où je suis né, même si on m'a souvent demandé d'où je venais. Une plaque, c'est bien, mais puisque nous y sommes, j'espère qu'un jour il y aura aussi des statues dans cet arrondissement, pour Saint-Georges, pour le général Dumas, bien sûr, j'y travaille depuis longtemps, et puis pour tous les autres.